tous et à toutes sur Impact. Bonjour Monsieur Bégodeau. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous recevoir ici dans nos studios. Mais c'est un plaisir d'être là. Voilà. On va le présenter tout à l'heure, mais vous avez sorti un livre en octobre 2024. Oui. On va pas en parler, on va bifurquer sur autre chose. Ouais. Mais si on peut le présenter après, il n'y a pas de souci. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Mais bon, vous êtes notre invité. Alors, moi à l'université, je faisais partie de l'atelier radio. Ouais. Et on nous a un jour demandé de faire une émission sur la question de la culture légitime et de la culture populaire. Mm-hmm. Et alors, grande question dans nos têtes, qu'est-ce que c'est ? On n'est pas, je veux dire, dans notre éducation, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et donc, on ne comprenait pas trop. On ne faisait pas la différence entre culture légitime et culture populaire. Pour nous, ça ne venait pas à notre esprit. Mm-hmm. Et du coup, on a découvert ça en même temps qu'on a travaillé sur le sujet. Donc, cette longue introduction pour vous poser la question suivante. Comment vous définiriez la culture légitime et la culture populaire ? Comment les différencier ? Je pense d'abord c'est des concepts qui viennent de Bourdieu, je crois, le sociologue des sociologues, qui est toujours quelqu'un qu'il faut écouter. Il me semble que c'est quand même lui qui a mis au point cette notion de culture légitime, alors que lui il met plutôt en battement avec culture illégitime, oui. Et non pas vraiment culture populaire, même si ça revient un peu au même, d'où la confusion. Les termes ont un peu changé, évolué. Oui, c'est ça a évolué. De toute façon, je crois que c'est une terminologie qui date des années 70. Notamment, il a fait un grand livre sur la culture qui s'appelle La Distinction, oui. Voilà, qui fait un peu autorité encore, parce qu'il a posé les bases qui sont encore très opératoires, quoi. Bon, la culture légitime, moi, je ne vais pas la définir mieux que lui, et donc il vaut mieux revenir au texte de Bourdieu pour être tout à fait avoir une définition vraiment bien académique. Je peux donner des exemples. Je pense que, par exemple, à l'époque de Bourdieu, donc dans les années 70 du siècle précédent, la culture légitime, c'est par exemple celle qu'on apprend à l'école, qu'on enseigne à l'école. La culture légitime, c'est celle dont des institutions un peu officielles vont mettre en avant. Alors, par exemple, on peut dire que dans les années 70, si tu prends la musique, la musique classique est une culture légitime, ce qu'on appelle la musique classique. Inversement, peut-être que la chanson de variété, comme il y en avait beaucoup encore à l'époque, mais je crois que ça a un petit peu duré, même si ça ne s'appelle plus comme ça, était une culture illégitime, dans la mesure où elle n'était pas labellisée ou légitimée comme de la culture par des leaders d'opinion, par des institutions, qui peuvent être l'école, qui peuvent être un peu les gens qui décernent des prix, qui peuvent être les gens qui décernent des bourses ou des aides ou des choses comme ça. Et des élites intellectuelles même. Des élites intellectuelles qui elles-mêmes ont été formées souvent à l'école et qui sont après allées dans les grandes écoles. Et dans les grandes écoles, par exemple en littérature, dans les grandes écoles, on va par exemple lire Marcel Proust, pour prendre vraiment un exemple très emblématique, de la grande littérature estampillée comme telle, qui a été primée, avec un auteur qui a une postérité, qu'on lit et qu'on trouve dans les manuels scolaires, et qui est l'objet d'énormément de recherches universitaires, etc. Inversement, dans les années 70, peut-être qu'il y avait des genres, par exemple, de littérature qu'on pouvait appeler des sous-genres, ce qui était déjà un peu péjoratif. Ouais. Donc, par exemple, le polar. Le polar. Le livre noir. Voilà, des choses comme ça. La culture illégitime, parce que pas encore complètement labellisée par l'institution, par l'académie, par l'enseignement, par l'enseignement supérieur, ou des choses comme ça. Donc, voilà, on pourrait prendre plein d'exemples. La question étant de savoir si, c'est une question qui me travaille beaucoup d'ailleurs, 40 ans plus tard, est-ce que cette bipartition entre illégitime et légitime est toujours opératoire ? Moi, je pense qu'elle l'est quand même beaucoup moins qu'à l'époque de Bourdieu. Ouais. Si je prends un exemple, par exemple en musique. En musique, il est évident que quand le hip-hop advient, donc le rap, la musique attachée à la culture hip-hop, c'est une musique illégitime. Elle est faite par des gens un peu spontanément, dans les quartiers populaires essentiellement pour la France, mais ou alors dans les quartiers populaires aux États-Unis d'abord, puis après un peu partout dans le monde. C'est un peu des gens qui s'auto-organisent, qui se décrètent eux-mêmes rappeurs, mais ils n'ont pas été estampillés par des institutions qui ont dit vous êtes des musiciens, vous êtes formidables, on va vous enseigner partout, on va vous inviter à la radio, à la télévision, parce que ça aussi c'est les instances de légitimation. À l'époque, pendant très très longtemps, le rap a été une musique underground, comme on dit, sous le sol, quoi, et relativement invisible dans les espaces mainstream. Moi, j'étais ado dans les années 80, il n'y avait pas de rap à la télé, à une petite exception sur laquelle je pourrais revenir.
Il n'y avait pas beaucoup de rap qui passait dans les radios, et les textes de rap n'étaient pas dans les manuels scolaires. Bon, mais il se trouve que à partir des années 90, et puis peu à peu, progressivement dans les années 2000-2010, le rap est devenu une musique légitime. Parce qu'on trouvera des textes de rappeurs dans les manuels scolaires, ça se fait. Ok. Vous avez des exemples? Vous connaissez Je pense que je n'ai pas des exemples en tête comme ça, mais je suis sûr qu'en fouillant un peu, on trouverait par exemple des textes d'un rappeur qui a été très très vite un peu labellisé par les gens légitimes, qui était MC Solar, parce qu'il avait une espèce de culture littéraire, il avait une plume, donc on s'y retrouvait avec nos repères un peu littéraires. C'était un peu, il y a le rap et MC Solar. On faisait un peu l'indistinction d'ailleurs. Tout à fait. Il emblématisait un peu le rap pour les gens qui ne connaissaient pas le rap, exactement. en fait, qui le découvraient. Moi, je l'ai découvert à peu près à ce moment-là aussi, parce que ce n'était pas ma culture à la base. Bon, moi, je suis sûr qu'on trouverait des trucs comme ça. En tout cas, je suis sûr que aussi dans les manuels d'histoire, on trouverait à un moment mentionné l'émergence de cette culture-là aux États-Unis, dans les ghettos, qui a été une musique contestataire et donc qui avait un poids politique. Et puis maintenant, je pense qu'il y a je suis sûr, ça pour le coup, qu'il y a par exemple des thèses universitaires, des travaux universitaires qui portent par exemple sur les textes de Booba. Ouais. Ça, je le sais parce que même il me semble me souvenir que aux éditions Gallimard, des éditions très légitimes, je veux dire, qui viennent de très loin, qui sont vraiment presque institutionnelles. Je dis ça, moi, je publie chez Gallimard, donc je le dis sans aucune malice. Il me semble qu'il y a eu dans une des revues attachées à Gallimard des universitaires qui ont étudié les textes de Booba. Alors ça, c'est vraiment de la légitimation. Et donc, du coup, par rapport à notre dichotomie légitime-illégitime, ça devient plus compliqué. Parce qu'on ne sait plus trop exactement où se trouve la légitimité maintenant et l'illégitimité. Est-ce que c'est l'État qui fait la société, donc qui met en place le ministère de l'Éducation, donc qui change les manuels scolaires, qui peut changer les cours ou quoi que ce soit, en tout cas modifier quelques détails? Est-ce que ce serait ça un petit peu la distinction qu'il pourrait y avoir aujourd'hui? Peut-être que ça vient je ne sais pas, il faudrait voir effectivement tous les canaux par lesquels passe une légitimation ou une labellisation ou une officialisation. Moi, je pense que dans le cas du rap, il y a un moment où on ne peut plus résister. C'est-à-dire que la chose s'est tellement imposée, massivement et planétairement, qu'elle est devenue incontournable. Et par ailleurs, sont devenus des chercheurs, par exemple à l'université, des profs, des gens qui avaient grandi avec le rap. Je veux dire, il y a, à l'heure où je te parle, des profs de français, par exemple, quand c'est en collège ou en lycée, et dont la culture mainstream, la culture principale, est le rap. Ça existe, j'en connais. Moi, ma culture principale, c'est le punk rock, qui est aussi une musique qui était illégitime il y a encore très très longtemps, et qui fait l'objet maintenant d'expositions, de thèses universitaires. Et moi, comme prof, parce que j'ai été prof à un moment, j'aurais pu faire lire à mes élèves, je l'ai fait d'ailleurs, j'avais fait lire des textes de rock à mes élèves à une époque, et c'était pas un problème parce que ça venait de moi-même en fait, et je trouvais parfaitement légitime de le faire dans la mesure où moi ça me plaisait. Donc je pense qu'il y a un moment, les choses, de la même façon, de plus en plus de gens se sont mis à lire des polars, donc les polars sont devenus incontournables, c'est ce qui se vend le mieux, il y a énormément de fans de polars. Donc il faudrait vraiment être un gros snob, très très désuet et très suranné pour refuser qu'on enseigne le polar au collège ou à la fac. Et maintenant, il y a des prix pour le polar, il y a des festivals très connus, ne serait-ce que du film policier, parce que dans le cinéma aussi, il y a un petit peu ce qu'on pourrait appeler le cinéma d'auteur, qui est considéré comme légitime, et puis il y aurait le cinéma de genre, le genre fantastique, le genre SF, le genre polar, les thrillers, des choses comme ça, qui seraient un peu des sous-genres. Bon, ça c'est fini. C'est un peu la distinction entre la comédie et le film d'auteur qu'on a souvent eu, et notamment lors des prix des Césars, des grands comiques qui ont fait des films, pas d'auteur, mais en tout cas dramatiques, où il y avait des émotions plus que du rire, et qui ont poussé, la porte, qui ont dit à tout le monde, mais écoutez, c'est pas parce qu'on fait de la comédie que c'est pas un genre qui doit être légitimé par tout le monde. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens de Michel Blanc qui l'a dit lorsqu'il a commencé à faire des films plutôt sérieux. On lui a dit plutôt sérieux, plutôt dramatique, et qu'il a expliqué que la comédie, en fait, elle est aussi légitime que le film d'auteur. Oui, tout à fait. De fait, ça s'est finalement imposé. Il y a encore un peu des bastions. Par exemple, effectivement, si on prend la cérémonie des Césars, il est assez rare qu'une comédie soit primée, soit césarisée. Ce qui fait qu'à une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, ils avaient inventé un prix du public ou un César du public, je crois, comme ils avaient fait avec les victoires de la musique. Ce qui permettait finalement de faire venir
des cultures illégitimes qui étaient plutôt plébiscitées par les gens, quoi. C'était ça le goût populaire, c'est-à-dire le goût massif, le goût des gens qui n'ont pas forcément de légitimité, mais il se trouve qu'ils aiment ça. Donc il reste des petites distinctions comme ça, mais il y a aussi par exemple, de grands acteurs de comédie qui sont complètement répertoriés comme des grands acteurs. Je veux dire, plus personne ne discute le fait que Jim Carrey est un grand acteur. Et c'est quelqu'un qui vient du stand-up, qui ensuite a fait des grimaces dans les films des frères Farrelly ou ailleurs. Et il viendrait à personne l'idée de contester que ce soit un acteur au même titre que Robert De Niro, pour prendre quelque chose en tout cas le même pays. Est-ce que, on va revenir un petit peu sur les élites, moi ça m'intéresse beaucoup de savoir, mais et selon votre expérience aussi, pourquoi la culture légitime est prestigieuse selon les élites intellectuelles? Pourquoi en faire quelque chose d'hégémonique finalement? Mais je crois que c'est un petit peu, ça fait partie des goûts qui se mettent en place dans une société. Il y a un petit peu, encore une fois, des institutions ou des gens un peu qui font autorité, qui décrètent que. Et donc, il en ressort des représentations générales, des représentations sociales et symboliques dont on hérite tous. Moi, quand j'avais 10 ans, oui, j'avais complètement intériorisé, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans ma famille qui pratiquaient ce genre de choses, mais que la vraie musique, c'était la musique classique. Et que tout le reste était un peu des sous-musiques. Ne serait-ce que parce que la musique classique, elle s'apprend dans des institutions, dans des conservatoires. En plus, elle arrive avec une espèce de solennité, ça présente bien, c'est joué dans des lieux assez impressionnants. Il y a un costard. Voilà, alors qu'il y a des musiques qui sont plus jouées dans des cafés-concerts où les gens boivent de la bière, ça serait plutôt le rock, ou alors dans des caves, ça serait plutôt le rap. Enfin, je caricature, mais et donc c'est beaucoup attaché à des lieux. Donc on a tous un peu cette représentation-là. Cette image un petit peu. De la même façon qu'on aurait la représentation qu'un film d'auteur, c'est du vrai cinéma, alors qu'il y aurait des trucs qui seraient du faux cinéma. Mais encore une fois, je pense que cette dichotomie ou ces classifications sont vraiment mises à mal depuis quelques décennies, et ça vient peut-être aussi de la classe dominante, parce que c'est vrai que c'est la classe dominante, la classe bourgeoise, qui va déterminer le goût légitime, c'est elle qui est un peu en charge de la société. Les cadres de la société sont dans la bourgeoisie, et donc leurs goûts à eux vont devenir les goûts légitimes. C'est eux qui sont un peu les arbitres du goût. Et donc peut-être qu'à une époque, dans la bourgeoisie, il était de bon ton que les enfants apprennent le piano et se mettent à jouer du Chopin, sans forcément devenir des virtuoses, mais ils avaient cette formation-là. Et si à côté ils faisaient du rock'n'roll, ça c'était pour les loisirs, c'était moins sérieux, quoi. Donc la bourgeoisie a comme ça fixé un certain nombre de goûts. Et donc oui, c'est là qu'on en reviendrait à l'idée que l'illégitime c'est le populaire et que le légitime c'est les classes pas populaires, c'est-à-dire les classes supérieures. Il se trouve que quand même, depuis quelques décennies, c'est toujours la bourgeoisie qui va cadrer un peu et déterminer où est le bon goût, qu'est-ce qui mérite d'avoir du prestige ou pas. Simplement, la bourgeoisie s'est beaucoup mise à beaucoup changer ses pratiques culturelles. Ce serait dû à quoi? Dans la bourgeoisie, on écoute de moins en moins de musique classique, par exemple. D'accord. La bourgeoisie, je veux dire, il faudrait aller dans les grandes écoles où il y a des étudiants bourgeois, je ne sais pas, dans les écoles de commerce, à HEC, et qui est un peu comme ça, une filière de reproduction des élites ou de la bourgeoisie. Je pense qu'ils écoutent beaucoup de hip-hop. Et oui, ils écoutent de la chanson, ils écoutent des choses qui auraient été, fut un temps, un peu méprisées comme étant des goûts populaires. Ça se complique un peu. Moi qui connais bien le cinéma, je ne vois pas que la bourgeoisie soit spécifiquement portée sur le cinéma d'auteur. C'est pas vrai. La bourgeoisie, très massivement, elle va voir des films américains plutôt de grande distribution et de grande amplitude. Elle va voir Avatar. Elle va voir... qui sont des chefs-d'œuvre d'image. Tout à fait. Après, on peut discuter oui, bien sûr, ça, j'aurais mon avis là-dessus, mais en tout cas, c'est des films qui sont estampillés plutôt populaires parce qu'ils se destinent au grand nombre, ne serait-ce que pour se rembourser. Il faut qu'ils fassent beaucoup d'audience dans pas mal de pays au monde parce qu'ils ont coûté très cher. Et les bourgeois, ils vont plutôt voir ça plutôt que d'aller voir des films polonais sous-titrés pour prendre un peu ce qui était un peu l'exemple un peu parodique du cinéma d'auteur, c'est-à-dire un peu chiant, noir et blanc, avec des gens dans une chambre qui sont en train de raconter des choses profondes où il n'y a pas beaucoup d'action, pas beaucoup de comédie, beaucoup de profondeur intellectuelle, mais pas beaucoup d'action. Et soi-disant pas beaucoup de divertissement, ce qui pourrait être discutable aussi, mais voilà, moi je parle de représentation un petit peu comme ça. Moi je vois que la bourgeoisie
ne fait plus pratiquement son travail historique de définir le goût légitime, parce que finalement, un ami me disait récemment, par exemple, il appelait ça, lui qui vient de la bourgeoisie d'ailleurs, donc il voit de l'intérieur ce qu'écoutent un peu ses cousins, je sais pas, ou les gens qu'il fréquente, il appelait ça la mainstreamisation des goûts bourgeois. C'est-à-dire qu'ils sont devenus mainstream. Et à partir du moment où tout le monde aime à peu près la même chose dans le mainstream, ben où est la différence entre légitime et illégitime? Vraiment, ça se complique. Hein. La frontière se réduit finalement. Ben, il y a des porosités bizarres. Voilà, il faut regarder à la télé maintenant ce qui est primé, ce qui est invité. Par exemple, dans les émissions littéraires. Bon, fut un temps, il y avait une émission littéraire qui s'appelait Apostrophe. Vous n'étiez pas né, mais elle a été très emblématique. Elle est devenue presque culte. Moi, j'étais gamin quand ça existait. Je regardais un peu avec ma maman. Bon, je comprenais pas grand-chose, mais je regardais parce que j'avais déjà un petit peu de goût pour les livres, donc j'aimais bien écouter les écrivains, quoi. Bon, ceux qui passaient chez Apostrophe, Apostrophe, c'était un peu les légitimes, justement. Ne seraient jamais passés à Apostrophe des autrices, notamment, parce que c'était très dévalué, une certaine littérature dite féminine, ce qui pouvait être la littérature de la romance, un peu, qui ne s'appelait pas romance encore à l'époque, on disait plutôt littérature du cœur ou la littérature rose, qui racontait qu'une femme de classe moyenne tombait amoureuse d'un milliardaire, qui la faisait rêver un petit peu, et l'amour existe et c'est beau, et il transcende les classements. Et un truc comme ça, c'était de la feel-good littérature un peu. Bon, cette littérature était éminemment méprisée et jamais Bernard Pivot n'aurait invité les best-sellers de l'époque, quoi, parce que ça se vendait massivement, quoi. Bon, maintenant, Mélissa d'Acosta, elle fait pas de la littérature de gare ou comme ça, c'est un peu plus intéressant ce qu'elle fait, je crois. Elle est invitée partout à la télé. Je veux dire, elle est invitée dans des émissions. C'est la meilleure vendeuse maintenant en France. Qui a fait quel livre pour Alors moi, je sais plus les titres. J'en ai vu un l'autre jour chez ma mère qui avait été égaré par ma sœur. J'ai oublié le titre. C'est son best-seller. Elle en a vendu 700 000. D'accord. 700 000. Il faut savoir que c'est fulgurant comme succès en littérature. Hein, parce que pour un film, faire 700 000, c'est bien, mais c'est pas top. 700 000, c'est gigantesque pour un livre. Bon, là, je l'ai vu par exemple dans l'émission Quotidien de Yann Barthès, qui est une émission qui arbitre un peu le bon goût. Oui. Et elle est invitée. Alors que peut-être inversement, des gens qui feraient de la littérature plus exigeante, ils n'auront pas forcément leur place à la télévision parce qu'on va trouver que c'est un peu chiant, que c'est un peu pisse-froid, que ça va casser l'ambiance, quoi. Ou alors que ça ne peut passer que dans des niches. Oui. Voilà, un peu comme à Apostrophe où c'était vraiment une émission dédiée à la littérature. Je sais qu'il y a eu quelques rares émissions spéciales, dont Bernard Pivot invitait des auteurs et autrices dans leur spécialité, dans leur genre, mais c'était de rares cas. Ou alors ils se mettaient en scène, ou alors il y avait une petite scénette au début. De ce que j'avais vu, c'était vraiment dans de rares cas, et puis dans la majorité des cas, c'était vraiment les auteurs, les grands auteurs. Oui, voilà. Alors cela dit, comme l'émission était hebdomadaire et qu'il y avait à chaque fois 4 ou 5 invités, donc ça faisait 30 émissions par an, ça faisait 200 invités ou un peu plus. Ça finissait par faire du monde. Donc au bout du compte, c'était quand même très ouvert. Je veux dire, il n'y avait pas que de la littérature pointue à Apostrophe. Même à la rigueur, la littérature très pointue n'y était pas parce que c'était pas dans le goût de Bernard Pivot. Mais ça nous rentrerait dans des détails qui paraîtraient un peu abscons. Mais donc, je sais pas, il y avait un auteur qui y allait souvent, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Vous l'avez peut-être connu dans votre jeune temps parce qu'il passait encore souvent à la télé parce que c'était un bon client. Il s'appelait Jean d'Ormesson. Bon, alors il faisait une littérature très accessible, pas très exigeante. Et c'était le client favori de Apostrophe. Donc on était dans une espèce de milieu un peu. D'ailleurs, je pense qu'en général, la télévision a beaucoup contribué à décompartimenter la culture. C'est-à-dire qu'en fait, la télé, c'était un peu une espèce de pot-au-feu, une espèce de grande marmite où pouvaient passer effectivement des émissions de musique classique, mais où en prime time, on pouvait écouter de la variété. Et si les chanteurs de variété passaient chez Michel Drucker à une époque, ou par la suite ils sont passés à la Star Academy, où ils ont été repris à la Star Academy, ou après ils étaient repris à The Voice, et maintenant de nouveau à la Star Academy, d'une certaine manière ça les légitimait, quoi. Ils étaient en prime time à la télévision. Et donc finalement, comme on est tous devenus un peu des téléspectateurs dans ces années-là, maintenant l'époque de la télé est un peu révolue, mais à un moment elle a été très centrale, c'était elle qui arbitrait le goût aussi. Or, elle était très œcuménique, quoi. Elle était, je veux dire, elle faisait feu de tout bois. Il y avait tout un tas de choses très, très différentes. Donc, je pense que ça a été un des vecteurs. Je crois qu'il y a un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire. Enfin, je sais qu'il y a un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire et qui a travaillé sur ces sujets-là, qui a refait une espèce de sociologie de la culture 20 ans après Bourdieu, et qui a montré que la télé avait été vraiment un opérateur
d'aplatissement des goûts en quelque sorte, ou d'universalisation des goûts, et de déclassification un peu, et de tremblement de la dichotomie légitime-illégitime. Parce que on a beau être bourgeois, on a beau être prolo, il y a quand même un moment, on regarde tous la télé. Je veux dire, toutes les classes sociales regardaient la télé dans les années, à l'âge d'or de la télévision que j'ai bien connu, années 90-2000. Toutes les classes sociales regardaient la télévision. Alors on dira, ils ne regardaient pas forcément les mêmes programmes. Et oui, il y avait quelques petites variables. Oui, sauf qu'au bout du compte, je pense que dans les années 2000, au début des années 2000, tout le monde était devant la Starac. Moi le premier d'ailleurs. Donc ça finit par faire des porosités entre les classes sociales, quoi. Et que finalement les marqueurs de classe, ils sont toujours là, il y a toujours des marqueurs culturels de classe, hein. On pourrait rentrer un peu dans le détail. Et ce serait quoi alors, si on peut rentrer un petit peu? Je crois qu'il y a quand même encore, mais là on rentrerait vraiment dans des affinements extrêmement subtils. Je pense que par exemple, moi il y a un chanteur que j'aime beaucoup, par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Bertrand Belin. Non. Que j'aime beaucoup, qui par ailleurs écrit aussi des livres. Okay. Et donc il fait, ce serait un chanteur qu'on pourrait écouter sur France Inter, par exemple. France Inter qui a une grande tradition de chansons à texte. On n'entend pas beaucoup de variété sur France Inter. On entend du rap, mais pas autant qu'ailleurs. Et donc Belin, il y a un côté un peu intello. Je le dis vite, je déteste ce mot, mais c'est pour voilà. Je pense que ça évoquera beaucoup de choses. C'est un petit mot-clé. Il a des textes extrêmement subtils, raffinés, assez littéraires, que je trouve assez géniaux. Il a par ailleurs, c'est un très beau guitariste, enfin il a tout pour lui. Bon, celui-là, je pense qu'il est très peu écouté dans les classes populaires. Voilà, je pense que dans les classes, je ne sais pas, la classe ouvrière, la classe des employés, ou des employés un peu, disons plutôt du bas du panier, à mon avis, on ne trouvera pas beaucoup de CD de Bertrand Belin ou des gens qui ont téléchargé du Bertrand Belin. Donc je prends cet exemple, je pourrais en prendre d'autres. Inversement, il y a sans doute des chanteurs dits populaires qui ne sont pas très très écoutés dans les classes supérieures. Je ne sais pas. Mais par exemple, il y a un exemple là qui est intéressant. Il y a un podcast qui porte là-dessus, qui est vachement intéressant, d'un type qui fait ça. J'ai oublié son nom, mais qui fait un peu de la sociologie. C'est très très intéressant. Il a parlé du cas de Jul. Jul fut un temps, il aurait été totalement méprisé par les classes supérieures. Parce que c'est un peu beauf, c'est un peu Marseille en claquette, quoi. C'est un peu du rap un peu facile, avec des paroles un peu bas de gamme, du genre je t'aime, je t'aimerai, tu m'as aimé, je vais t'aimer encore, et oui bébé, je suis toujours là pour toi. C'est un peu ça, Jul. Je caricature. Jul, il est devenu maintenant totalement mainstream. Je veux dire, dans la bourgeoisie, ça commence à dire ah ouais, Jul, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est dansant, c'est bien. Ouais, donc, alors il reste encore des classifications parce que je pense que Jul va pas être estampillé chanteur bourgeois, ça c'est sûr. Il est plutôt encore attaché à un goût populaire. Mais ça fluctue, tout ça. En général, le temps opère parce qu'il y a des choses qui peuvent être classifiées comme populaires à une époque. Et le temps passant, eh bien, le temps va être un vecteur de légitimation. Moi, j'ai vu ça, par exemple, avec la variété française des années 70, qui a bercé mon enfance. Et il y avait des chanteurs qu'on appelait chanteurs populaires, et qui étaient relativement méprisés, en fait, par les classes supérieures, qui trouvaient que c'était quand même un peu de la sous-musique, avec des paroles toujours un peu les mêmes, quoi. Bon. Et le temps passant, ils sont devenus légitimes. Je pense à des gens comme, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, parce que c'est très très vieux et très antérieur à votre naissance, mais des gens comme Joe Dassin. Oui, ça. Voilà. Moi, quand j'étais petit, ma mère, qui était plutôt quelqu'un qui était issu des classes populaires, bien qu'étant devenue ensuite institutrice, elle écoutait Joe Dassin. Donc moi, j'ai été bercé par Joe Dassin. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de bourgeois qui, à l'époque, écoutaient Tagada, voilà, les Dalton, ou quand j'étais chanteur. Et maintenant, Joe Dassin est du dernier chic dans la bourgeoisie. Donc, tout ça, ça évolue aussi. Ça évolue. C'est donc une victoire de la classe populaire avec le temps et presque la tendance. Et donc, comme vous avez dit, le mainstream. Est-ce que c'est pas la victoire de la classe populaire maintenant? En tout cas, on la voit pas, peut-être pas encore. Mais est-ce que on commence à apercevoir un petit bout de victoire? Ouais, en tout cas, je pense que culturellement, encore une fois, il y a encore des marqueurs, il y a encore des stratégies de distinction, tout ça. Mais oui, je pense qu'il y a bien un domaine où les choses se sont un petit peu affolées, compliquées, et se sont un peu, liquéfiées, assouplies ou fluidifiées. C'est bien la culture. Peut-être pour pallier, non pas qu'il y ait un plan qui a été fixé là-haut, mais je dirais que, en revanche, dans le corps social, les compartimentations entre classes sociales sont, je pense, alors inversement, de plus en plus sèches et nettes. Il y a toujours eu des classes sociales, ça, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire,
il y a toujours eu un relatif hermétisme de la classe populaire et de la classe bourgeoise, c'est-à-dire en gros on ne fréquente pas les mêmes lieux, on n'a évidemment pas les mêmes intérêts, on n'a évidemment pas le même compte en banque, on n'a évidemment pas le même habitat, etc. etc., etc. Mais je pense que ça s'est vraiment durci depuis 30-40 ans, je dis ça un peu au pif, c'est un peu plus, un peu moins. En revanche, la culture, je pense qu'au contraire, il y a eu un peu plus de mélange. Elle est un peu plus le lieu du mélange, même si, encore une fois, on trouverait tout un tas de cases qui sont plutôt accolées à tel groupe social et telle autre case de goût affiliée à telle autre classe sociale. Encore une fois, on trouvera toujours ça, cette espèce de mosaïque. Mais oui, la culture, peut-être c'est... Alors, victoire de la classe populaire, je ne sais pas, peut-être victoire du goût populaire, peut-être, qu'il a fini par s'imposer, qui a fini par imposer sa force, quoi. C'est ce que je disais du rap, il y a un moment, il y avait tout un tas de gens qui gueulaient contre le rap dans les années 80. Je veux dire, c'était une musique qui était très détestée par le mainstream, qui était très détestée par, j'appellerais ça la bourgeoisie blanche, qui allait du prof de gauche au petit patron de droite. Hein. C'était un peu transversal, c'était transpartisan. Mais c'était très très méprisé le rap, voire même parfois détesté. Parce que... qu'est-ce que c'est que ces gens qui parlent pas bien français? Qu'est-ce que c'est que ce verlan partout? Qu'est-ce que c'est que cette langue de barbare? En plus, avec parfois trimballant cette façon une iconographie, oui, un peu genre j'aime les grosses bagnoles, j'aime les filles en string. Il y a toujours eu ça un peu dans le rap. Hein. Je sais bien que le rap n'est pas réductible à ça, mais de fait. Effectivement. En tout cas, c'est ce que les petits bourgeois blancs en aperçoivent. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, il y avait peut-être encore aussi, peut-être encore cette vision. De moins en moins, parce que, parce que, encore une fois, parce qu'énormément de gens qui sont maintenant aux commandes de la société ont grandi avec, et qu'à un moment, c'était incontournable. Et puis, je sais pas, dans les années 90, à un moment aussi, la musique. Moi, ça a été mon cas. Je veux dire, moi, j'avais pas d'opinion négative de la part par rapport au rap. J'avais plutôt même un a priori positif parce que tout ce qui émane des classes populaires m'intéresse. Et puis en plus, avec une espèce de petit grain contestataire qui pouvait m'intéresser. Mais quand sont arrivés des gens comme Dr. Dre dans les années 90 ou Tupac ou des choses comme ça et que moi je me suis mis à écouter, l'évidence de leur talent m'a sauté à la gueule, quoi. Et j'ai pas été le seul. Donc il y a un moment, celui qui maintenant encore taperait sur le rap, il y en a encore, hein, mais je pense que ce seraient des gens très à droite pour le coup. Très 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 à droite ou très réactionnaires, voire très racistes. Alors, on va un petit peu changer de format, je dirais. On en a malgré tout parlé, puisqu'on a parlé des médias et de leur rôle dans la culture et dans la façon dont les médias ont proposé la culture à tout le monde, et pas pour tout le monde, mais en tout cas à la vue de tout le monde. On l'a vu récemment, et oui, on l'a vu récemment. Des milliardaires ont acheté et achètent encore des médias. Ouais. Là, on a une école dans le 13e arrondissement qui s'appelle l'ESJ, l'École supérieure de journalisme, qui a été rachetée par des milliardaires. Un consortium de milliardaires qui est venu sauver cette école. Quel rôle jouent les médias, et maintenant qu'elles sont détenues en partie par les milliardaires, elles perpétuent une domination culturelle. Comment les médias jouent ce rôle? C'est difficile à quantifier, c'est très très difficile à quantifier. On ne peut pas savoir jusqu'à quel point. En gros, si tu prends le camembert des opinions actuelles, les opinions qui se manifestent par exemple par le vote, les élections, ou par des sondages, on voit que tel pourcentage de gens se disent de gauche, tel pourcentage de gens se disent de droite, tel pourcentage se disent proche des insoumis, d'autres se disent proche du FRN. Bon, voilà, il y a des classifications comme ça, on voit à peu près l'état de l'opinion. Jusqu'à quel point cet état de l'opinion, appelons ça comme ça, est lié aux médias. Elle a été affectée par les médias ou façonnée par les médias, déterminée par les médias. Moi, en bon matérialiste un peu bourrin, je trouve qu'on surestime souvent la place des médias dans cette affaire. En premier réflexe, moi j'aurais plutôt tendance à dire que les médias sont un symptôme d'un certain état de l'opinion et non pas le producteur de cet état de l'opinion. Bon. Mais évidemment que la solution est entre les deux. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord un état objectif de la société qui produit une certaine répartition des opinions. Ça, vraiment, il faut maintenir ça. Mais il est évident que les médias ayant pris une importance démentielle dans notre société et dans le corps social, ils ont un poids dans la détermination même des opinions, et pas simplement en tant que symptôme de l'état même des opinions. Pour le dire
plus techniquement, si les 4 chaînes d'infos en France sont à coloration droitière, chose que j'affirme et que je pourrais démontrer, c'est aussi parce que nous vivons des temps droitiers. À ce titre-là, ils en sont le symptôme. Bon. Inversement, nous pourrons quand même constater qu'il est quand même assez fou que dans ces 4 chaînes d'infos, mais je prends les cadres des chaînes, c'est-à-dire les éditorialistes, les journalistes, pas les invités, les invités c'est autre chose. Les rédacteurs chefs. Voilà, les rédacteurs chefs, tout ça. Il est absolument stupéfiant de voir à quel point, on va dire, 20% de l'opinion, allez, c'est des gens de gauche et 20% pour moi, 20-25% actuellement dans la France de 2025, il n'y a pas 25% d'éditorialistes insoumis. Il n'y a pas 25% d'éditorialistes gauche de gauche. C'est le personnel d'encadrement, je dirais, de ces chaînes d'infos est incroyablement du côté plutôt de l'ordre social existant, c'est-à-dire du centre droit à l'extrême droite. Mmh. Alors là, il y a quand même un truc qui fait qu'on sent qu'il y a un volontarisme de la part des journalistes, des rédacteurs chefs et de leurs propriétaires pour vraiment colorer du côté de la conservation, du côté de ce que j'appelle des libéraux autoritaires, les chaînes d'infos et autres chaînes d'ailleurs, parce que même le service public, à mon avis, est totalement contaminé. Donc là, oui, et ça, c'est d'ailleurs leur calcul. Eux, ils sont obsédés par ça. C'est ce qu'ils appellent effectivement la bataille culturelle, en faisant du gramschiste du dimanche, du gramschisme du dimanche. Du gramschisme qui n'a jamais lu une ligne de Gramsci. Il faut toujours quand même le rappeler à chaque fois que ces gens-là citent Gramsci. Ils n'ont aucune connaissance réelle. Ancien député italien des années 30. Oui, cofondateur du Parti communiste italien, activiste, qui a participé au mouvement des conseils de Turin, notamment dans les années juste après-guerre, et qui s'est retrouvé très très vite en tôle, emprisonné par les fascistes, où il a passé, je pense, 12 ou 13 ou 14 ans. Il est presque mort en prison, à peu de choses près, et il a écrit beaucoup de choses en prison. Les fameux carnets de Gramsci, et notamment il a mis en avant des notions comme l'hégémonie culturelle, etc., mais qui sont des notions compliquées, et dont nos amis de droite font une espèce d'usage un peu approximatif. Eux, leur idée, c'est qu'en fait, là où ils ne sont pas du tout matérialistes, c'est que oui, les batailles politiques se gagnent sur le terrain des idées. Or, la bataille des idées, elle se fait dans les médias. Elle se fait sur Internet aussi, parce que ça fait partie du monde médiatique, et que donc il faut prendre possession de ces chaînes et diffuser la bonne parole. Et c'est ce que font effectivement, de façon très très agressive et très volontariste, des gens comme Sterrin, des gens comme Bolloré, des gens comme Saadé, maintenant, et puis quelques autres, qui sont tous, mais je veux dire, univoquement de droite, voire même très à droite, et qui sont en train peu à peu de placer leurs billes, ce qui fait qu'on aura maintenant un paysage médiatique mainstream, je veux dire, très 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 à droite, quoi, je veux dire, de façon très spectaculaire. Et effectivement, maintenant, ils vont jusqu'à racheter les écoles de journalisme pour former dès la matrice des journalistes qui soient au diapason de leurs propres idées. Il y a déjà eu l'Institut politique de Marion Maréchal, qui avait été créé il y a une dizaine d'années, avec des capitaux de je ne sais plus qui à vérifier, mais qui était quelqu'un de très à droite. Je me demande si c'est pas Sterrin qui était déjà un peu dans cette histoire-là. Il y a eu aussi un média qui a été créé, enfin pas un média, non, une sorte d'école créée par Sterrin aussi. Mais on parle pas de la même, non, c'est autre chose encore. Possible peut-être, puisqu'il y a eu beaucoup de créations qui a été faites par. Oui, c'est ça, il en a fait plein. Sterrin, De la même façon qu'il est en train de faire une offensive sur les librairies aussi. Enfin voilà, en gros, tout ce qui est le champ culturel, il considère que c'est là que ça va jouer et qu'il faut accaparer ce champ. Diffuser et infuser les idées, qu'on pourrait peut-être appeler maintenant libéral-fasciste. Je pense que c'est maintenant l'étiquette la plus conforme. On le voit bien à travers des figures comme Trump ou à travers des figures comme Milei, qui sont des libéraux-fascistes. Et donc, avec une tendance d'ailleurs très très catholique, ou chrétienne plutôt, un soubassement religieux extrêmement important. C'est le cas de Sterrin, c'est le cas de Bolloré. C'est tout à fait impressionnant de voir que cette branche très très à droite du catholicisme ou du christianisme en général fait partie de la donne, quoi. Ça fait partie de ce qu'ils ont envie de diffuser comme idée. Bon, et donc on peut dire qu'on a tout contre nous quand on est un peu de gauche, quoi. Non seulement on a un certain état des choses qui fait que les affects droitiers se sont beaucoup développés depuis des décennies en France. Je ne reviens pas sur ces conditions matérielles parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais en plus, effectivement, il y a cette espèce de double couche, ce que Marx aurait appelé la superstructure, ou les appareils idéologiques, d'État ou pas d'État, qui redoublent ce travail d'effet d'une espèce de propagande générale en faveur d'idées très, très conservatrices, voire réactionnaires. Mais alors pourquoi, selon vous ? Pourquoi il y a cette peur, et donc cette peur de la part de ces milliardaires,
comme vous dites, qui sont chrétiens, qui sont libérales, conservateurs, voilà. Pourquoi cette portée vers la culture pourquoi ils veulent se... Mais je crois qu'en fait, en bons idéalistes, encore une fois, moi j'appelle ça des idéalistes au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'ils pensent que tout joue sur les idées. C'est qu'ils ne sont pas du tout matérialistes, encore une fois, ils ne pensent pas que ça joue véritablement dans le corps social lui-même, quoi, dans les rapports de force, dans les rapports de production, dans les rapports sociaux, ça serait plutôt une vision marxiste des choses. Ils pensent que vraiment tout est idée. Et donc là où des idées s'échangent, il faut qu'ils soient présents et il faut surtout qu'ils imposent leurs idées. Et voilà, et maintenant, bon, pourquoi est-ce que l'entreprise a commencé... la grande offensive de leur part a commencé il y a 10 ans, peut-être parce que ces gens-là tous sont arrivés un peu sur sur la place économique en quelque sorte, avec beaucoup de capitaux. Donc ils ont la latitude de le faire. Je veux dire, le grand problème dans cette histoire, c'est qu'effectivement, pour financer les médias, il faut avoir de l'argent. Et en général, ceux qui ont de l'argent sont par définition de droite. Puisque en général, les gens qui détiennent des capitaux sont rarement portés à les partager. Donc ils sont assez rarement communistes, par un effet mécanique. Donc ils sont mécaniquement de droite, et ils ont la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager maintenant que beaucoup de médias de gauche se créent. Oui, mais sauf qu'en fait, on n'a pas d'argent, on n'a pas de financiers. Il y en a quelques-uns qui traînouillent ici ou là. Il y a des dons, voilà. il reste des appels aux dons. gens qui font des dons. Exactement. C'est peanuts par rapport à la force de frappe économique de gens comme Sterrin qui s'est enrichi je ne sais plus comment, Bolloré je sais comment, et pas de façon extrêmement honnête toujours, et puis plein d'autres, ou Kretinsky, qui est un type moins à droite qu'eux, mais globalement du même bloc. Et lui s'est enrichi plutôt en faisant des affaires dans l'Est, suite au démantèlement de l'Empire soviétique, ou de l'Empire, du bloc de l'Est. En rachetant des trucs à vil prix, puis en les revendant, évidemment, en faisant une plus-value extraordinaire. Bon, tous ces gens, ils ont l'argent, et à partir du moment où ils ont l'argent, ils ont envie de créer des médias, c'est un peu parce que, voilà, ils ont des projets idéologiques, d'hégémonie idéologique, et de l'autre côté, il n'y a pas d'argent. Et donc, on se retrouve devant un truc, une espèce de manquement au pluralisme effectif. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire qu'en France, il y a une certaine liberté d'expression, moi je suis plutôt à gauche, personne ne m'empêche de parler. En gros, personne ne m'empêche de parler. Il y a des petites nuances. Votre parole est médiatique. Non, moi je dirais qu'elle est quand même de moins en moins médiatique depuis quelques années, mais voilà, ça serait compliqué de beaucoup m'entendre dans les médias mainstream quand même. Chacun pourra aller vérifier, en datant un peu les choses. Mais c'est pas grave, ça c'est négligeable. Mais globalement, il y a une liberté d'expression, mais simplement... Il faut voir ce qu'il en est de la liberté d'expression effective. Parce que la liberté d'expression, ça veut dire qu'il faut des lieux pour s'exprimer. Ces lieux-là ne sont pas gratuits, en général. Il faut une espèce de soutien financier. Or, autant il y a une espèce de pluralisme a priori, dans l'absolu et dans l'abstraction, il y a une sorte de pluralisme effectif en France. Mais concrètement et économiquement, il ne peut pas y avoir de pluralisme. Il y a une énorme asymétrie entre le camp qui a de l'argent, et qui donc peut soutenir les médias, et puis le camp qui n'a pas d'argent, et qui donc ne peut pas avoir accès aux médias. Sans compter que quand il arrive que des médias alternatifs briguent une chaîne TNT, ce qui a été le cas du Média récemment, chaîne de gauche, eh bien on leur a refusé. On leur a refusé pour d'autres raisons, parce que là les arbitres, ceux qui attribuent les canaux TNT, l'Arcom, c'est une institution qui n'est pas complètement indépendante de l'État. Puisque c'est le chef de l'État qui nomme le président. Voilà, lequel chef de l'État n'est pas complètement de gauche. Et donc n'a pas très envie d'attribuer des canaux à une chaîne qui serait anti-macronienne. Voilà. Et donc on a préféré offrir ce canal à la bande de Raphaël Enthoven, qui ne brille pas non plus par son gauchisme. Bon, ça c'est des exemples précis, qui fait que, en principe et en droit, la liberté d'expression existe et le pluralisme existe en France. En fait, dans les faits, ce pluralisme n'existe pas. Vous qui avez été prof, vous avez cultivé les jeunes. En tout cas, non mais en tout cas dans votre métier, vous avez essayé en tout cas de le faire et de leur apprendre et de leur faire comprendre que la culture existait en tout cas. Est-ce que vous pensez que le système éducatif fait la part belle à la domination culturelle ? Ou pas du tout ?
J'étais parti de là tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'une vraie instance de légitimation à un moment, c'était vraiment l'école, quoi. C'était en gros la culture légitime, c'était celle qu'on apprenait à l'école, globalement. Donc bon, à l'école, on lisait Voltaire. Par exemple, je prends cet exemple parce que c'est vraiment l'auteur qu'on lit tout le temps, quoi. Et en plus, à des niveaux très différents, on peut le lire au collège, on peut le lire au lycée. Bon. Tout le monde y est passé à Voltaire, quoi. Ce qui n'est pas d'ailleurs plus mal parce que Voltaire, indépendamment de ce qu'il est, sur lequel il y aurait beaucoup à redire, a produit des livres intéressants et des analyses intéressantes. Bon, Voltaire, c'est légitime. Il est aussi légitimé par le patrimoine. Il est patrimoine, Voltaire. C'est ça un peu la culture légitime aussi, c'est celle qui est patrimonialisée, donc avec le temps. Ça se fait souvent par le temps, la légitimation. Bon, et donc on lisait Voltaire. Donc moi, quand j'étais prof, oui, c'était presque un incontournable. Donc on allait lire Voltaire, par exemple, en seconde ou en première, éventuellement un peu avant. Et voilà, quoi. Donc j'étais un peu le vecteur de la culture légitime, d'une certaine manière. Sauf que, moi j'ai enseigné dans les années 95-2005. On me foutait royalement la paix sur les livres que j'allais mettre au programme. La question se posait peut-être un petit peu moins pour les 10 de bac, mais globalement au collège, je veux dire, tant que j'arrivais à faire lire les gens et les intéresser, personne venait me mettre des bâtons dans les roues, ni l'inspecteur, ni le rectorat, ni quoi que ce soit, quoi. Et donc il m'est arrivé par exemple d'étudier des polars. Pourtant je suis pas un grand dingue de polar, mais j'avais remarqué que ça marchait bien avec les élèves, enfin ça marchait bien. Disons qu'on pouvait être sûr qu'il y en ait au moins 5 qui lisent le livre, quoi, sur 30. Ce qui était un score extraordinaire et historique. Voilà, donc puis je pouvais... oui, parfois des textes de chansons, par exemple, j'ai beaucoup fait ça. Donc on pouvait varier. Donc je crois que l'école a été de moins en moins cette espèce de lieu très institutionnalisé où on ne lit que des morts, par exemple, des grands morts. Ça, je pense que c'était beaucoup le cas, plutôt dans l'enseignement des années, jusqu'en dans les années 50-60. Puis après, il y a eu quand même un certain nombre de bascules. On s'est mis à lire plus de contemporains, plus de gens vivants, et peut-être appartenant à des genres littéraires qui étaient beaucoup plus, avec un éventail qui était beaucoup plus large, quoi. Donc je suis pas sûr que maintenant l'école soit ce lieu extrêmement sectaire qui serait absolument hermétique à l'ébullition de la culture populaire. Je pense que c'est pas trop le cas. Bon. Je voulais prendre un exemple tout à l'heure où il me semble que ça prévaut encore un peu, cette histoire de légitime et illégitime, c'est le théâtre, qui n'est pas l'art le plus connu du monde, mais comme je connais bien pour en avoir écrit, et puis parce que j'ai toujours aimé le théâtre, c'est vrai qu'il y a un théâtre qui va être légitime, ça va être un peu le théâtre subventionné, le théâtre public. Et inversement, le théâtre privé a mauvaise presse. Il serait un peu du sous-théâtre. Voire même, ce serait le lieu où on fait ce qu'on appelle du boulevard. Ce serait quoi la différence entre le théâtre public et le théâtre privé Public, il y a tout un dispositif public en France, d'ailleurs qui est tout à l'honneur de la France, parce que le théâtre a un vieux passif étatique en France. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais avec ce que ça comporte de dépendance et aussi quand même de profit, ou de bénéfice, parce que si vous avez la puissance publique qui soutient le théâtre, ça permet au théâtre d'exister, puis ça permet peut-être à des pièces exigeantes d'exister. Justement, ça permet, en les subventionnant, de faire en sorte qu'il existe des pièces qui, si on s'en tenait au goût populaire ou au verdict du marché, parce que ça revient un peu au même, le verdict du nombre, peut-être que ces pièces ne pourraient pas exister. Parce que les gens vont se précipiter beaucoup plus, le goût populaire ou le goût massif, ou le goût majoritaire, va plutôt aller voir par exemple des comiques sur scène, pour prendre un truc des du stand-up actuellement. Du stand-up actuellement, ou alors des pièces un peu mainstream, des pièces de théâtre. Il y a des gros noms. Des grands acteurs qui viennent souvent d'ailleurs du cinéma ou de la télé, c'est comme ça qu'ils sont devenus populaires. Alors heureusement qu'il y a un théâtre public qui existe et qui permet de faire exister des choses un tout petit peu plus exigeantes, mais c'est vrai que continue à prévaloir un peu l'idée que le théâtre public c'est du vrai théâtre, c'est du théâtre légitime, respectable, que le théâtre privé, comment dire, on n'est jamais sûr de ne pas tomber sur une espèce de merde un peu au-dessous de la ceinture, avec des histoires d'amants dans le placard. Bon, j'exagère un peu, mais il y a encore beaucoup ça qui se joue. Donc là, il y a encore des compartimentations. Mais moi, je me souviens comme prof, c'est pour ça que j'y pensais, que j'avais emmené mes élèves voir une pièce de boulevard, justement, qu'on appelle le boulevard, c'est-à-dire ces pièces un peu comme ça, bas de gamme, où c'est des petites histoires un peu d'adultère, un peu comiques, un peu avec des portes qui claquent. Enfin bon. Et pourquoi je les avais emmenés voir ça, parce que je pensais que ça allait les amuser, et puis on avait du coup un peu travaillé sur le boulevard, qu'est-ce que c'est que ce théâtre un peu popu. Voilà, donc comme quoi je l'ai fait, personne ne m'interdit de le faire, personne n'a tiqué quand je l'ai fait, ça ne m'a pas interdit par ailleurs de les emmener voir des pièces plus légitimes, je ne sais pas quoi, un Molière ou des choses comme ça. Mais donc voilà, j'ai l'impression que l'école
est de plus en plus soucieuse, au contraire, peut-être pas de s'adapter au goût des élèves, mais en tout cas de prendre un tout petit peu plus en considération ce que pourrait être l'univers culturel des élèves. Ce qui d'ailleurs fait crier les réactionnaires. Les réactionnaires, ils vont dire emblématiquement, ils vont toujours dire « Ah, alors maintenant à l'école, on apprend Booba ». C'est ça qu'ils vont dire en fait. Ils vont gueuler. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a encore comme ça des résistants. Bon, après c'est vrai que moi je suis assez pour que l'école, on y enseigne à la fois Booba et Molière. Hein. C'est vrai que si on fait que Booba, Oui. on va peut-être tomber dans Pas beaucoup de mélange. Voilà. On sera tombé dans une espèce de distinction à contrario. J'avais envie de parler des normes culturelles. Est-ce que dans cette décennie ou dans ces 20 dernières années, est-ce que vous avez vu une évolution de ces normes? On en a parlé un petit peu. On a vu que la frontière classe populaire, classe légitime était de plus en plus restreinte. Est-ce que vous la voyez positivement ou négativement, surtout en prenant en compte tous les détails qu'il y a derrière? Moi, j'ai une position psychotique par rapport à ce sujet-là. Je dis psychotique, évidemment, par métaphore. J'aurais pu dire schizophrène, comme on dit maintenant couramment. Moi, je suis très ambivalent. Pourquoi ? Parce que, de par mon histoire personnelle, sociale, et de par aussi ma culture politique, je me sens une sorte de sympathie vis-à-vis des classes populaires et inférieures, qui sont pour moi les classes exploitées et les classes empêchées de vivre par les gens notamment qui les emploient et qui ont la main économique. Bon, plein de choses comme ça font que j'ai un certain goût pour le populaire. C'est très vague, hein, mais je vais vite. Il y a des choses aussi dans mes goûts personnels qui me rapprochent d'une certaine culture populaire, exemplairement le foot, exemplairement le sport en général. J'ai parlé de punk rock tout à l'heure, quand même le punk rock, même si c'est un peu embourgeoisé, ça reste quand même un peu une musique des bas-fonds, quand même, malgré tout. Donc il y a plein de trucs comme ça qui me lient empathiquement au destin de la classe populaire, et donc y compris à ses goûts, à ses pratiques. J'aime bien aussi ce qu'on pourrait appeler l'éthos populaire, ou un certain nombre de marques populaires, par exemple les fêtes populaires, les repas populaires, le vin, des choses comme ça, quoi, la bière, bon, plein de trucs. Bon. Mais parallèlement et en même temps, comme dirait l'autre, eh bien, je me suis très tôt dans ma vie intéressé à l'art. Et dans l'art, j'ai pu aimer des choses qui étaient extrêmement populaires, par exemple en musique, ou même en cinéma. Mais j'ai pu aussi aimer des choses très pointues, en tout cas considérées comme pointues. Je parlais de Proust pour commencer. Je lis Proust à 18 ans, et badaboum, alors qu'on m'avait dit que c'était quand même assez chiant et très hermétique, j'adore ça. J'ai rien pu faire. Et vous en voulez? Comment? J'ai dit, vous en voulez? Ben, j'en ai redemandé. Donc j'ai lu à peu près toute la recherche de temps perdu, qui est un peu une espèce de somme là, et puis plein d'autres trucs comme ça, des qu'on peut dire goûts hyper légitimes, grands écrivains, grandes écrivaines pour la suite, etc. En cinéma, pareil, je peux aimer un certain goût populaire, je peux aimer des films américains d'action ou d'autres trucs, des comédies même à la rigueur. Même j'écrivais dans les Cahiers du cinéma à une époque qui est une revue très très légitime. Qui a longtemps arbitré un peu le goût, beaucoup moins maintenant. Mais quand j'écrivais dans les Cahiers du cinéma, il m'est arrivé d'écrire sur des comédies. Donc, bon voilà, tout ça pouvait circuler. Il n'en reste pas moins vrai que je me suis retrouvé un petit peu comme ça, dans cette espèce de double appartenance, à la fois un pied dans les classes populaires, puis un pied dans ce qu'on pourrait appeler un art d'élite, notamment en littérature, un peu en cinéma. Il y a un certain cinéma d'auteur, comme on dit, même si je pense que la catégorie est de moins en moins opératoire, mais un certain cinéma assez expérimental, pointu, qui vraiment déconstruit des formes et qui n'est pas du tout accessible au grand nombre, ça c'est sûr, en tout cas pas en l'état, que je peux adorer. Moi, il y a des gens, je donne des noms parce que ça dira des choses à des gens peut-être qui nous suivent, mais donc par exemple Albert Serra, cinéaste catalan, très expérimental, qui a vraiment une façon de faire du cinéma qui n'appartient qu'à lui, et qui, je pense, perdrait 98% des gens si on mettait 100 personnes au hasard dans la salle devant ces trucs. D'accord. J'adore ça. Bon. Donc, d'un côté, je me réjouis tout à fait que le goût populaire ait fini par accéder à une certaine légitimité et par finalement envahir un peu tous les canaux, et que d'une certaine manière la bourgeoisie se soit un peu alignée sur le goût populaire, jusqu'à un certain point, avec quelques distinctions quand même. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis comme une espèce de victoire démocratique, comme on disait un peu tout à l'heure. Et en même temps, je constate que cette espèce de conversion de la bourgeoisie à ce goût majoritaire a fait que la bourgeoisie a totalement déserté, est en voie de déserter l'art qui m'importe.
Par exemple, la littérature. Et donc il y a toute une littérature qui n'arrive plus à vivre, qui n'a plus du tout droit de citer, en tout cas vraiment est un peu marginalisée, parce que la bourgeoisie la lit plus. Vous avez un exemple? Oh tout un tas d'écrivains qui ne sont pas du tout lus et que le je genre, trouve intéressants. Je peux en prendre vraiment énormément dans des éditeurs parfois tout à fait obscurs. Je sais pas, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Éric Chauvier, par exemple, qui écrit dans un petit éditeur qui s'appelle Alia, qui n'est pas complètement dans une cave non plus. Bon, je pense qu'Éric Chauvier doit vendre 5000 exemplaires à chaque fois. Et encore, je ne parle pas du moins connu. Je pourrais prendre des trucs encore plus obscurs et qui échappent totalement au radar. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ceux qui soutenaient, fut un temps, ne serait-ce qu'économiquement, en achetant les livres, et aussi en les médiatisant, en les invitant dans leurs émissions, parce que c'est quand même la bourgeoisie qui tient les médias, ces gens qui pouvaient être soutenus ne le sont plus. Et donc moi, je suis très content. Pour reprendre l'exemple d'Avatar, je suis très content que la bourgeoisie regarde Avatar. Ça lui fait du bien. Je ne suis pas un grand fan d'Avatar, mais je ne trouve pas ça indigne d'intérêt. Ce que je vois, c'est que moi, quand je vais voir un film d'Albert Serra ou un film d'autres cinéastes, de Vera Setacool, cinéaste thaïlandais que je peux aimer, ou d'autres gens comme ça, ou alors de Sophie Le Tourneur, sur lequel je viens de faire une conférence il n'y a pas longtemps à Paris, Sophie Le Tourneur, m'ayant appris d'ailleurs après la conférence, puisqu'elle était là, qu'elle n'avait pas d'argent pour faire son prochain film. Et là, du coup, moi, je me dis, puisque si tous les bourgeois vont voir Avatar, maintenant, il n'y a plus personne pour financer ou pour soutenir le travail absolument génial de Sophie Le Tourneur. Je prends cet exemple, je pourrais prendre 10, 15, 20, 25 noms de cinéastes, hommes ou femmes contemporains, qui vont avoir de plus en plus de mal à faire leurs films, dans la mesure où il y a eu une conversion, une espèce de transhumance du goût bourgeois vers un goût plus majoritaire. C'est-à-dire que, oui, moi je suis content que les bourgeois aillent voir les films de Danny Boone, mais d'une certaine manière, Danny Boone n'avait pas besoin d'eux. Il était déjà plébiscité, il est le recordman, je crois, d'entrée avec Intouchable, enfin en tout cas, en parallèle avec Intouchable, lui, c'est avec les Ch'tis. Oui. Bienvenue chez les Ch'tis. Il est vraiment le roi du pétrole, Danny Boone. Il fait un film par an, qui a toujours une part de succès, il est invité partout. Bon, alors il n'y a pas de César. Le César, il s'en est plein à un moment. Bon, il n'y a pas de César, mais c'est bien la seule chose qui n'est pas. Hein, bon, donc moi, je suis pas mécontent non plus que de temps en temps, le César soit attribué à un film. C'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, justement avec Pacifiction, un film d'Albert Serra. Je pense qu'il a eu un prix, je ne sais plus lequel. Alors qu'il avait été vu par 50 000 personnes. Alors, donc des gens ont dit, ah ouais d'accord, on donne des Césars à des gens qui ont fait 50 000 entrées, c'est-à-dire des espèces de clodos. Bah oui, mais justement, c'est peut-être pas plus mal que le verdict populaire soit un tout petit peu compensé et contrebalancé par des prix ou je sais pas, quelques médias obscurs qui défendent un peu ce cinéma-là. Bon, voilà, je suis un peu long parce que de fait, il faut que je rende compte de toute mon équivocité par rapport à ces sujets-là. Mais moi, je vais plutôt avoir tendance à défendre le minoritaire en général. Et donc, si à un moment, il se trouve que le goût populaire tourne dos au minoritaire, si le minoritaire m'intéresse et que je le trouve passionnant, je vais continuer à le défendre. Et m'attrister un petit peu du fait qu'il intéresse si peu de monde. Dernière question, et on va finir sur une note positive. Oui, mais je ne suis que positive. Je suis né avec un sourire. Est-ce que, quels sont les moyens ou actions que vous pourriez suggérer pour promouvoir cette culture un peu plus inclusive, peut-être un peu plus, pas rangée, mais en tout cas un peu moins regardée, lue, écoutée dans notre société? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, évidemment, dès lors qu'on rentre dans le programmatique, on fait moins le malin. Il est toujours beaucoup plus facile de faire des constats que de faire des programmes. Et il est toujours beaucoup plus facile de chialer que d'essayer d'être un peu constructif. Bon, mais alors moi, comment est-ce que je rêvasse sur ces questions-là ? Je rêvasse en me disant que ce qui nous plante, c'est qu'on regarde tous quand même un peu les mêmes chaînes. C'est que tous les médias volent toujours au secours de la victoire. C'est-à-dire, on va parler d'un film qui marche déjà, plutôt que de parler d'un film qui aurait bien besoin qu'on le soutienne. Bon. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on soit tous un peu alignés sur la propagande majoritaire autour d'un certain nombre d'objets culturels. Voilà. Alors, ce qui pourrait nous sauver, c'est qu'on détourne tous un peu le regard de ces médias majoritaires qui ne font que voler au secours de la victoire et corroborer les fortunes déjà existantes,
Et peut-être essayer d'avoir la curiosité d'aller voir autre chose, quoi. Cet effort collectif, finalement. En tout cas, ou individuel. Bon, Oui. après, je sais bien que ça ne se décrète pas comme ça. Si je demande aux gens maintenant, je ne sais pas moi, d'aller voir le prochain film d'Albert Serra. Je reste sur cet exemple-là, je pourrais en prendre plein, puisque j'ai commencé avec lui, je sais. Il sort un film en pas longtemps, qui s'appelle, je ne sais plus comment, que j'ai toujours pas vu, qui sort fin mars. Bon, je sais déjà que de toute façon, si je dis, écoutez, faites un effort une fois... tentez un truc dans votre vie, si vous avez le temps et l'argent d'ailleurs, bon. Allez voir le Albert Serra. Mais déjà, il y aura un gros problème, c'est qu'il est mal distribué. Donc, en fait, on ne le trouvera pas forcément à Noisy-le-Sec, puisque nous sommes à Noisy-le-Sec au moment où je parle. Totalement. Ni souvent d'ailleurs en banlieue, en périphérie, ça va être un film très intramuros. Et même intramuros, il ne sera pas dans beaucoup de salles, par opposition à tel autre film qui sortira sur 1000 salles en France. Parce que c'est comme ça le ratio. Albert Serra, 40 salles, un Marvel, 1500 salles, je sais pas, 1500 écrans, comme on dit. Certains s'en étaient pleins d'ailleurs. Oui, évidemment, ça c'est toujours, je veux dire, l'anticapitalisme doit prévaloir toujours, c'est-à-dire qu'il y a une pente hégémonique du capitalisme, en tout cas une pente concentrationnaire, on pourrait dire avec un peu de malice, c'est ce qu'on appelle la concentration des capitaux. C'est-à-dire que plus la bête est grosse, plus elle grossit, et plus elle grossit, plus elle est encore grosse, et elle finit par tout bouffer. Et à ne plus du tout laisser la place à des espèces de propositions alternatives culturelles. Et donc là, je sais bien qu'il ne suffit pas de décréter que nous, individuellement, nous allons aller contre cette espèce d'hégémonie économique, parce que c'est une hégémonie économique au bout du compte. Mais je pense que pour une part, quand même, la balle est parfois un peu dans notre camp, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agirait... Il y a une époque, je finis là-dessus, mais dans les années 60-70, beaucoup de gens qui étaient soucieux de promouvoir des objets culturels qui n'étaient pas promus par le mainstream ou par les grandes institutions économiques, en tout cas les grands pôles d'activité économique, ceux-là comptaient beaucoup sur le développement des médiathèques, des bibliothèques, des choses comme ça. Bon, et ce qui s'est beaucoup fait d'ailleurs, il y a eu un gros développement du maillage culturel public et à peu près gratuit. Et parce que les médiathèques sont... C'est extraordinaire. Moi, j'ai vu pousser les médiathèques. Les premières, elles sont apparues dans les années 80. Depuis, je veux dire, il y a même des bleds de 5000 habitants qui ont une médiathèque, quoi. Donc c'est super. Sauf qu'on s'est rendu compte d'un truc, c'est que ça ne suffisait pas, quoi. Il ne suffisait pas de rendre accessible la culture, en tout cas une culture un peu moins défendue par le mainstream, en l'apportant pratiquement au pied des gens. Parce qu'il y avait tout un tas d'autres blocages qui se mettaient en place, qui faisaient que les gens n'entraient pas forcément dans les médiathèques ou n'entraient pas forcément dans le théâtre, etc. Et chose qui a fini d'achever, de prouver ça, c'est Internet. Parce que sur Internet, tu as tout. Si tu veux, toi, ce soir, tu peux rentrer chez toi, ou pas chez toi d'ailleurs, parce qu'Internet c'est partout, mais maison chez toi, et tu peux écouter le Requiem de Mozart. Tu peux, hein. Il est en 50 versions sur Internet. Et je dis 50, en fait c'est 500. Voire 50 000. Tu peux l'écouter. Ça dure 1 heure, je crois, le Requiem, un peu moins. C'est pas beaucoup de temps. Tu pourrais. Tu vas pas le faire. Et d'ailleurs, moi non plus. Ça m'arrive un peu, parce que j'ai de temps en temps un petit fait pour Mozart. Mais bon, voilà. En tout cas, sur 60 millions de Français qui pourraient le faire, 68 millions, une infime minorité va le faire, alors que c'est possible. Et c'est tout aussi gratuit. Alors, Internet, c'est jamais exactement gratuit, mais c'est tout aussi gratuit, tout un tas d'autres trucs, qu'en fait, on va regarder ce soir. On va regarder une chaîne YouTube, bon, je sais pas quoi. Le dernier sketch de Squeezie, ou je sais pas quoi. Ok. Donc, c'est plus trop le problème. L'accessibilité n'est pas le problème, quoi. Le problème, il est d'un autre ordre. Parce que maintenant, tout est accessible, ou presque. En tout cas, la grande culture... C'est l'effort de pouvoir y aller et de pourquoi pas rechercher. L'idée d'y aller, avoir l'idée que ça existe et d'y aller. Bon, déjà, pourquoi? Le désir d'y aller. Le temps pour y aller. L'énergie pour y aller. C'est tout ça. Ce qui fait que, à chaque fois que je réfléchis à la culture, j'ai toujours coutume de dire qu'on ne peut pas penser la culture sans penser le social. Ou ce qu'on appelle, disons, étroitement le social. C'est-à-dire que tant que les gens auront des vies de merde, ou tant que les gens passeront l'essentiel de leur temps diurne à se faire exploiter sur leur lieu de travail, ou à s'éreinter dans des travaux plus ou moins, des emplois plus ou moins intéressants, ça ne les rendra pas extrêmement disponibles à écouter le Requiem quand ils rentrent le soir après 1h30 de RER à 20h15. Vraiment, donc tout ça ne peut pas se... Donc ça pourrait être ça mon programme, mais c'est un peu... Ça fait un peu coup de baguette magique. Je crois qu'il s'agirait d'abord de changer nos vies pour que quelque chose comme un désir de culture puisse venir se déposer dans ces vies-là. Pour l'instant, nos vies, elles sont configurées de telle sorte que
il est compliqué pour un désir culturel de s'immiscer là-dedans, dans cette espèce de précipitation qui fait qu'on est toujours obligé de gagner notre vie, qu'on est de plus en plus pressurisé par tout un tas de choses. Voilà, donc il faut changer la vie, comme disaient les socialistes du temps, ils étaient de gauche, c'est-à-dire en 81. Il faut changer la vie et l'art suivra. C'est ça le pari. Merci François Bégodeau. Ben merci. Merci de nous avoir accordé cette interview et j'espère qu'on va vous revoir très bientôt sur Impact. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je reviendrai tant qu'on m'invitera. Et alors, je l'ai dit en introduction, mais vous avez sorti un livre, alors je ne sais pas si c'est bien... c'est parfait. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Comme une mule et qui est édité chez Flock. Chez Stock, pardon. Chez Stock, qui est édité chez Stock. Oui, parce que Stock les livres, donc hop, édition Stock. Et qui est sorti en octobre 2024, donc qui est toujours disponible en librairie, en ligne et partout où vous voulez. D'ailleurs, il est accessible. Je ne pensais pas en parler du tout, hein, même je vous ai suggéré qu'on n'en parle pas, mais je note quand même que dedans, il y a beaucoup de questions de culture. Il y a même un moment, il y a quelques pages qui sont consacrées à se demander est-ce que l'art est bourgeois? Bon, finalement, on n'est pas très très loin, même si le livre parle de plein d'autres choses, mais on n'est pas très très loin de notre sujet du jour. Et alors, pour nous, vous pouvez commenter, liker, partager, ça nous aide beaucoup, et à très bientôt sur Impact.